Vous avez sans doute suivi il y a quelques minutes la prise de parole du président de la République. Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi de ce 19e sommet de la francophonie depuis Villers-Cotterêts en présence des 88 États membres de cette organisation internationale. Vous êtes sur place, Florence Gaillard, vous avez suivi cette prise de parole. Que faut-il en retenir ? Alors Emmanuel Macron a commencé par rappeler que la francophonie, c'était d'abord une création, une invention d'écrivains d'autres pays que la France. Léopold Sédar Senghor, Bourguiba, Aimé Césaire, tous ces gens qui ont voulu défendre une France universelle. Il a rappelé que la francophonie, c'est un espace partagé avec des idées, des valeurs, un certain multilatéralisme, un univers, un espace pour créer. Et c'est bien ce dont on parle aujourd'hui au sommet de la francophonie, cette possibilité de créer, d'innover, d'entreprendre à l'ère du numérique et à l'heure de l'intelligence artificielle. Il y a 326 millions de locuteurs francophones à travers le monde. La plupart d'entre eux vivent en Afrique et au Proche-Orient. Il y en aura 500 millions en 2050. Et le but, c'est que ces jeunes francophones puissent créer, puissent trouver du travail, puissent faire des affaires, puissent avoir un espace d'opportunité et de solidarité. Florence, pardon de vous interrompre. On va tout de suite prendre le discours de Louise Mushikiwabo qui s'exprime. On se reparlera après. Le gouvernement de la République de Tunisie qui a présidé notre organisation ces 2 dernières années, qui passe aujourd'hui la main à la France. Mesdames et messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs responsables d'organisations internationales, nos partenaires privilégiés, mesdames et messieurs, le 19e sommet de la francophonie s'ouvre aujourd'hui au château de Villers-Cotterêts, niché dans cette jolie petite ville de l'Aisne. Ce château, hébergeant dans ses murs la très prometteuse Cité internationale de la langue française, se part aujourd'hui aux couleurs de la francophonie et rappelle en quelque sorte le chemin parcouru par notre propre organisation. En affichant son internationalisation, la Cité adhère à l'itinéraire nomade de la langue française, décentrée, voyageuse, qui transcende les frontières et s'enrichit des pluralités de l'espace francophone. Monsieur le Président, vous avez si élégamment parlé de notre langue mondiale, universelle. Je vous remercie. C'est cet écrin pensé et voulu par le Président de la République française et rénové au service de notre langue commune que vous rehaussez par votre présence, mesdames et messieurs, et je vous remercie. L'enceinte historique, dotée des outils numériques du XXIe siècle qui nous accueille, symbolise notre volonté d'ouverture de la langue française sur le reste du monde, sur la technologie et sur la jeunesse, d'où le thème retenu dans commun accord entre le président Macron et moi-même, créer, innover et entreprendre en français. Permettez-moi ici de remercier très sincèrement le président Macron qui nous accueille pour ce grand rendez-vous et de lui dire toute ma gratitude pour son indéfectible soutien à la transformation de notre organisation, à la partie institutionnelle de la francophonie. La France, c'est aussi notre pays hôte et je remercie tous les Français pour l'hospitalité et l'accueil que vous réservez à l'Organisation internationale de la francophonie. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous m'avez donné mandat au sommet de Djerba de poursuivre les efforts entamés dès ma prise de fonction en 2019 pour moderniser l'Organisation internationale de la francophonie et accroître son impact auprès des populations francophones. C'est avec conviction et détermination qu'accompagné de mes équipes, j'ai mené ce chantier en consolidant la maturité de notre organisation. L'OIF de 2024
s'est aligné aux standards internationaux en matière de fonctionnement et se pose comme un acteur diplomatique, politique et de coopération très engagé sur les enjeux globaux. Nous sommes présents à travers nos représentations dans 13 capitales du monde francophone. Et puisque les idées reçues, souvent tenaces, finissent par faire presque vérité, je veux le dire ici clairement. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. Je fais un clin d'œil à mon amie Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale du Commonwealth, qui est juste ici devant moi. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui a su s'adapter à son temps, consulter, écouter attentivement la jeunesse et les femmes, les 2 cibles principales de nos activités. C'est pourquoi nous avons adopté une stratégie multilatérale plus inclusive et plus solidaire pour tenir davantage compte de l'ensemble des préoccupations de tous nos États membres. Notre diversité, c'est notre force. Nous avons soutenu les États insulaires et désertiques dans les domaines environnementaux et porté un plaidoyer pour un accès optimal et équitable à la finance climat pour les acteurs francophones. Nous sommes intervenus pour que le pacte numérique mondial, qui vient d'être adopté à l'Assemblée générale des Nations unies, retienne la diversité culturelle et linguistique parmi les principes transversaux devant gouverner l'espace numérique. Nous nous sommes également assurés de sa traduction en français. Je remercie sincèrement mon ami et frère, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, l'ambassadeur Amandeep Singh, qui est ici quelque part dans la salle, pour nos premiers échanges en 2019 et pour le chemin que nous avons fait ensemble à Genève, à New York et aujourd'hui à Paris. Nous avons sensibilisé au danger des désordres de l'information en renforçant les capacités des médias en matière de lutte contre la désinformation. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en Moldavie, par exemple, où nous serons bientôt pour une mission d'observation électorale. Avec l'Union africaine, cher ami Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, qui est aussi ici devant moi, j'ai concrétisé une coopération d'envergure pour le renforcement de compétences en français des diplomates et des cadres à Addis Abeba, ainsi qu'au service de la traduction et de l'interprétation dans quelques organisations régionales et internationales. Mesdames et messieurs, dans l'esprit d'innovation et d'agilité qui caractérise notre organisation aujourd'hui, nous avons adopté un mécanisme de suivi et d'évaluation de la situation des États et gouvernements faisant l'objet de sanctions de la francophonie. Nous en avons 3 aujourd'hui suspendus, malheureusement, qui ne sont pas avec nous. Nous aimerions que ces 3 pays reviennent dans la famille francophone. C'est en application de ces nouvelles mesures, privilégiant une approche de dialogue, d'écoute, que la suspension de la Guinée vient d'être levée, avec une exigence d'efforts supplémentaires dans le domaine des droits et des libertés. Nous avons aussi accompagné plusieurs de nos pays en crise qui en ont manifesté l'intérêt. Ainsi, nous soutenons Haïti,
pour le retour à la légalité constitutionnelle par un dialogue politique inter-haïtien. Au moment où je vous parle, nous avons lancé une formation en français et en créole haïtien pour les troupes kenyanes déployées en Haïti et celles d'Antigua et de Barbade, dont le déploiement est imminent. Ces 2 dernières années, mesdames et messieurs, voire ces 2 dernières semaines, le monde a vécu une forte recrudescence de tensions politiques et sécuritaires qui ont largement impacté l'espace francophone. Je suis consciente que dans ce contexte et malgré nos efforts inlassables, les résultats de notre action politique restent modestes, limités qu'ils sont par vos politiques nationales, les politiques nationales de nos États membres. En revanche, nos actions sur le terrain et dans la proximité voient leur impact augmenter. L'OIF aujourd'hui, c'est 20 projets recentrés déployés entre le siège ici à Paris et nos 13 représentations extérieures, ainsi que nos 2 instituts pour le développement durable à Québec et pour l'éducation à Dakar. La déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie que vous avez adoptée à Djerba, mesdames et messieurs, en 2022, a permis aujourd'hui à 8 pays volontaires entre Djerba et Paris. 8 pays se sont portés volontaires sur les 5 continents afin d'être évalués pour utiliser davantage la langue française. Le projet de mobilité des enseignants reste un vaste chantier à exploiter et qui dépend largement de votre engagement. Déployé aujourd'hui aux Seychelles, au Ghana et au Rwanda, son impact est tangible dans les 3 pays où plus de 90% des enseignants formés signalent une amélioration de leurs compétences. Mesdames et messieurs, l'enseignement de la langue française est une demande de plusieurs États. L'OIF aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle du programme École et langue nationale, ELAN, qui favorise l'enseignement bilingue et plurilingue. Étendu à 12 pays, il compte à ce jour près de 500 écoles bilingues et a formé plus de 2500 enseignants, dont 65% de femmes, au service de 24 000 élèves, dont 54% de filles. L'OIF, aujourd'hui, ce sont aussi des missions économiques et commerciales. Mesdames et messieurs, la francophonie économique a pris son essor. Et je tiens à remercier l'Alliance des patronats francophones et la Fédération francophone des affaires, chers amis Steve Gentilly et Roux de Bézieux. Merci, puisqu'on travaille ensemble en bonne intelligence pour que la francophonie économique continue à aller de l'avant. C'est des missions qui sont menées avec succès, qui permettent des rencontres d'affaires, des concrétisations de contrats et de nouveaux partenariats francophones fructueux. L'OIF, aujourd'hui, c'est aussi la priorité aux femmes. La francophonie avec elle, notre initiative phare, est au service de l'autonomisation des femmes et des filles qui a soutenu depuis son lancement en pleine pandémie en 2020 262 projets dans 29 pays, bénéficiant aujourd'hui à 57 000 femmes. Ainsi, en République démocratique du Congo, notre grand pays francophone, ce sont 15 projets qui ont été soutenus, dont celui qui a permis à 1200 femmes et filles de se structurer en 41 groupements agricoles ayant accès au crédit des caisses d'épargne et permettant d'augmenter les stocks alimentaires dans leurs ménages. Au Liban, le Fonds a soutenu 15 associations, dont l'une a formé les femmes à la confection et à la vente de produits issus de la valorisation de déchets. Notre cœur aujourd'hui est avec le Liban. Ces quelques exemples, mesdames et messieurs, illustrent concrètement nos actions au service des populations francophones en réponse à leurs attentes.
Notre trajectoire pour les années à venir est parsemée de perspectives prometteuses et d'ambitions légitimes en matière d'éducation, de soutien aux industries culturelles et au tourisme durable, de formation au numérique. Aussi, nous poursuivons la réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la traduction et de l'interprétation. Nous comptons accorder notre soutien à la promotion des systèmes d'intelligence artificielle qui favorisent la diversité linguistique et culturelle en tenant compte du français et du multilinguisme dans leurs données. Mesdames et messieurs, les indicateurs de la francophonie sont au vert. Ils font état d'une coopération et d'une complémentarité accrue de nos institutions et opérateurs de la Charte, nos parlementaires, nos maires, nos universitaires et notre vibrante société civile. Ils font état, le président l'a signalé tout à l'heure, dans tout nouveau campus de l'université francophone, l'université Senghor, à Alexandrie en Égypte, qui sera inauguré bientôt, dans quelques mois, et qui doublera sa capacité d'accueil. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, pour son appui inconditionnel à ce projet et pour avoir tenu parole. Merci l'Égypte. Ils font état de candidatures francophones, mesdames et messieurs, des francophones brillants, comme le djiboutien, le malgache et le mauricien à la présidence de la Commission de l'Union africaine en février 2025 et celle des candidats égyptiens et gabonais au poste de directeur général de l'UNESCO pour le prochain mandat. Mesdames et messieurs, je vous invite à poursuivre votre soutien à l'excellence francophone au service de son influence et au rayonnement de notre belle langue. Ils font état de plusieurs demandes d'adhésion et de modification de statut à l'OIF, sur lesquelles vous serez amenés à vous prononcer demain. Ils font état de notre volonté commune de soutenir la circulation des acteurs économiques et culturels. Pour ma part, je continuerai de porter la voix de ces acteurs, créateurs d'opportunités et d'emplois. Faisons ce chemin ensemble. Ils font état de notre présence sur la scène sportive aussi, Monsieur le Président. Après la réussite des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, l'OIF a contribué à faire de Paris 2024 une formidable vitrine pour la langue française, la francophonie et le multilinguisme. Mais ne nous y trompons pas. Si le français a été une véritable langue protocolaire et d'expérience, il n'a cependant pas retrouvé ses lettres de noblesse en tant que langue de travail. Avec la même force olympique, nous sommes engagés pour les Jeux de Dakar, les Jeux de la jeunesse de Dakar en 2026 et pour les 10e Jeux de la francophonie à Erevan en Arménie en 2027. Pour conclure, le cap est posé pour une francophonie de terrain et de proximité et influente dans le monde. Une francophonie dont le parcours vers l'excellence dépendra largement de votre engagement continu envers notre organisation. Quant à moi, accompagné de mes équipes, je poursuivrai avec la même vigueur la mission que vous m'avez confiée. Mesdames et messieurs, je forme le vœu que nous puissions, pour ce sommet et encore une fois en cette année olympique pour notre pays hôte, accélérer notre rythme et avancer à la cadence de notre jeunesse, en accompagnant sa créativité et ses innovations et en lui offrant, s'il vous plaît, un espace politique, social, apaisé, propice à une action durable. Plus largement, unissons nos efforts pour un multilatéralisme rénové, à hauteur des défis, où tout le monde y trouve son compte. De plus en plus, ce monde est divisé et troublé. Mettons à l'honneur l'art de l'écoute, du dialogue, du débat serein et du consensus. Et je vous remercie pour votre attention.
Il est 15h20 ici à Paris. Vous venez de suivre le discours de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF. On peut en retenir au moins 3 points qu'on va développer ensemble. Stéphane, le français n'est pas en opposition aux autres langues, notamment l'anglais, donc elle prône là le multilinguisme. L'OIF n'est pas la France-Afrique, pas juste la France. Et puis la francophonie politique, on va y revenir sur l'unité de ces 88 pays réunis en bloc. Là, on est dans la droite ligne des propos d'Emmanuel Macron quelques instants plus tôt. L'objectif est dans ce sommet, on le voit et on l'entend, c'est vraiment à rappeler l'importance de la langue française, l'importance de redynamiser la langue française. Elle-même, elle le reconnaît aussi, tout comme Emmanuel Macron un peu plus tôt. La langue française est en perte de vitesse et pour qu'elle continue d'exister et de retrouver une certaine vigueur dans son utilisation, il ne faut pas qu'elle soit en concurrence avec les autres langues. Elle peut au contraire être un vecteur, elle peut être une langue qui tisse, qui bâtit des ponts avec d'autres langues. Par exemple, comme dans la traduction d'ouvrages français en d'autres langues. Et puis, il y a ce côté, ce message qui, me semblait-il, était important pour Louise Mushikiwabo, c'est de rappeler le fait que la francophonie n'était pas ou n'est pas la France-Afrique, autrement dit. C'était nécessaire ce mot-là. L'OIF est très souvent perçu comme un outil, j'allais dire, au service de l'influence de la France dans d'autres régions. Parfois, il faut dire que la France contribue à entretenir d'une certaine manière cette perception de la chose. Quand vous discutez, par exemple, avec des francophones, des Africains notamment, ils vous disent, enfin, c'est des pays, c'est des populations qui sont très attachées à la langue française, mais en même temps qu'ils vous disent, l'OIF, ne nous trompons pas, c'est la France. La preuve, le siège de l'OIF se trouve en France. L'Académie française, qui est un peu la vigie de la langue française et de son évolution, se trouve en France. On peut ajouter à cela le fait que cette nouvelle cité de la langue, nouvelle cité internationale de la langue française se trouve également en France. Évidemment, il y a des bureaux de représentation un peu partout dans les pays membres et notamment en Afrique, mais tout cela contribue aussi à faire penser, à faire croire à une partie, en tout cas, notamment en Afrique, des membres de la francophonie, que la France était quelque part le pilier central de cette organisation. Et c'est pour ça qu'elle insiste dans son discours sur le côté multilatéralisme de la francophonie. Et je pense que elle s'en est pas cachée d'ailleurs, c'est un de ses objectifs, faire de la francophonie un espace qui appartient à plusieurs États, à 16 États membres, et qui ne soit pas perçu comme le prolongement de la France ou de la diplomatie française. Il y a aussi une dimension politique dans cette francophonie. 88 pays membres de cette organisation internationale qui s'est progressivement muée en bloc politique. Elle le dit, mais est-ce qu'ils font toujours unité? On sait que certains pays ont été suspendus. Exactement. Et là, je pense que dans son propos, Louise Mushikiwabo a voulu répondre aux critiques, en fait. C'est-à-dire que, vous le savez, la Guinée, qui comme les autres pays du Sahel, qui ont connu des coups d'État suspendus de l'organisation, puis la Guinée vient d'être réintégrée. La question, évidemment, cela a surpris parce que quand on regarde un peu la transition en Guinée, on se pose beaucoup de questions. On voit très bien que la Guinée, sur le plan des valeurs de la francophonie, en tout cas telles qu'elles sont présentées, que ce soit la démocratie, la solidarité, la liberté, les droits de l'homme, on ne peut pas dire que la Guinée brille dans ces domaines en ce moment. Mais le raisonnement de la francophonie est de dire que finalement, on n'est pas là pour prendre, enfin pour j'allais dire, revendiquer ou demander des choses à la place des populations, mais on est là pour accompagner un processus. Les autorités guinéennes nous ont demandé d'être à leur côté. Nous sommes à leur côté. On voit qu'il y a une démarche et nous allons accompagner cette démarche-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur ce 19e sommet de la francophonie en ce moment même à Villers-Cotterêts, tout près de Paris. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce tour du monde.